pour cette table ronde, on va avoir bien sûr Claudie qui va revenir sur scène, mais également on a l'occasion d'avoir François Alter. François est le conseiller du président du CNES et également en charge de la stratégie du CNES. Donc ça va être très intéressant. Puis on va également avoir Vincent Baudouin, qui lui est un investisseur qui s'intéresse au monde de l'espace. Et on va pouvoir tous les trois échanger un petit peu sur cette matinée et puis le next step. Donc, merci à tous les trois d'être revenus sur scène pour Claudie et d'arriver sur scène pour les autres. Peut-être la première question pour démarrer. Pour vous, quels sont finalement les principaux défis auxquels l'industrie spatiale est confrontée en termes d'innovation ? Vous les voyez plutôt en termes technologiques, en termes stratégiques, en termes souverains ? François, c'est pour toi. Je vais commencer. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Enfin, je remercie effectivement Christophe et puis le groupe Bouygues pour cette matinée qui est, moi, je trouve absolument extraordinaire en termes de vision, de variété, et qui nous montre tous ensemble finalement les possibilités du spatial. Et ça, je voulais juste ancrer un petit peu mon discours là-dessus, parce que pour une raison très simple, c'est qu'il y a 5 ans, un tel événement en fait n'aurait pas pu avoir lieu. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, j'étais venu voir un certain nombre d'entreprises du CAC 40 pour leur expliquer, vous savez, le spatial, on fait des tas de choses, et ça peut vous être utile dans votre business aussi. Il y a un futur qui est promising, comme on dit, etc. Des pétabits de données à disposition, etc. Les gens regardaient avec des gros yeux en disant écoutez, oui, c'est très bien, mais voilà, moi j'ai d'autres choses à faire. Là, on voit qu'il y a un vrai intérêt, une vraie appétence, parce qu'il y a aussi un écosystème qui s'est beaucoup élargi. Et ça, c'est pour ça que je reviens finalement à votre question. Le vrai enjeu, le vrai sujet, effectivement, c'est de faire maturer cet écosystème. Voilà. Il y a, je dirais, 5 ans aussi, il y avait une entreprise tous les 2 ans qui se créait autour du spatial. Là, il y en a une par semaine qui est créée et accompagnée par le CNES. Ouais. Donc on voit vraiment une multiplication des entreprises, des innovations, etc. Et le gros enjeu, c'est effectivement d'intégrer tout cet écosystème avec un écosystème existant déjà de grands groupes très très forts du spatial européen, et aussi des groupes comme les vôtres, comme Bouygues, comme d'autres qu'on a pu voir aujourd'hui, et Clarisse Angelier effectivement nous a bien montré l'apport du collectif sur cette question. Claudie, peut-être ? Oui, merci. Rajouter un élément dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, mais je pense qu'il est au cœur, ce sont les talents humains qui vont accompagner toute cette innovation. Et c'est vrai que ce monde du spatial, comme le monde de l'aéronautique, mais le monde du spatial, pour le fréquenter auprès des collèges, des lycées, des universités, je sais à quel point ça allume des envies, ça déclenche des rêves, c'est très attractif. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut offrir à une communauté beaucoup plus large, cette attractivité, cette présence des talents dans le domaine de la science, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine du digital, parce qu'on voit bien qu'il est là partout, à partir de quelque chose qui fait rêver, qui inspire, qui motive et qui nous projette dans le futur. Donc il ne faut pas oublier, et puis qui évite que ces talents-là partent ailleurs, reviennent sans doute, mais partent trop tôt parfois, et qu'on fasse monter aussi en puissance les talents féminins, bien évidemment, et le spatial commence à les attirer. Donc voilà, ne pas oublier cet élément-là quand on parle de la réalisation. Il y a aussi tous ceux qui font que c'est possible. Oui, tout à fait. Et l'éducation derrière. Et vous avez, Claudie, un certain nombre de collèges et de lycées qui portent votre nom. Ben oui, quelques-uns, je reconnais. Mais je vais les visiter et je me fais l'ambassadrice des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Et je leur dis aussi que dans ces métiers liés au spatial, cette innovation dont vous parlez,
on a besoin de juristes, d'architectes, d'énergéticiens, de philosophes, de sociologues. Donc on élargit vraiment cette réflexion, cette intersectorialité, le fait que ça nous concerne tous et qu'on a, avec du collectif, on ira plus loin. Et dernier petit élément, puis je ne reprendrai plus la parole après, je trouve que c'est aussi un sujet qui peut être un sujet catalyseur de notre identité européenne et de notre fierté européenne. Voilà, d'être présent dans cette aventure, et j'y inclus les talents, bien évidemment, et chaque citoyen européen qui peut se sentir investi d'une puissance et d'une influence en étant sur ces sujets. Et Vincent, en tant qu'investisseur. Merci Claudie, je trouve qu'on vit une époque formidable. Tout est possible. Regardez François, c'est un ingénieur des mines et il nous parle de l'espace. C'est quand même extraordinaire. Mais ça montre en fait la potentialité de ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la Lune, on va avoir besoin de caractériser, c'est le boulot d'un ingénieur des mines. Et donc, cette époque est formidable, tout est possible. Et on est en train d'ouvrir, on va dire, une nouvelle page de rêver l'industrie et d'avoir des destinées telles que Claudie, tu as pu l'avoir pour nos plus jeunes. Ouais, en fait, on a quand même une dynamique dans le spatial qui est un peu similaire à celle du numérique en ce moment, c'est-à-dire que vous connaissez bien, je pense, chez Bouygues Telecom. Quand on regarde les lancements, il y a une décennie, le prix de lancement, je veux dire, pour atteindre l'orbite, c'était de l'ordre de $10 000 le kilo. Là, on tangente les $1 000 le kilo avec du Falcon Heavy et avec je veux dire, la réutilisation totale des lanceurs, on sera probablement, je sais pas, qu'une centaine de dollars par an, enfin par kilo. Et puis avec de l'industrialisation, probablement encore une génération, encore dans une décennie, peut-être encore, je dirais, des prix qui seront autour peut-être de $10 le kilo. Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve dans une dynamique que vous connaissez bien sur le passage de la 3G à la 4G, à la 5G, etc., avec des potentialités qui se mettent en place à chaque génération, qu'on soupçonnait un petit peu, sur lesquels on travaille, mais finalement, on a encore beaucoup de choses à apprendre, puisque c'est vraiment un écosystème très dense, finalement, et très dense, qui va permettre de trouver quelles sont les applications possibles finalement de cette baisse des coûts et de cette multiplication aussi des données afférentes à ces sujets-là. Donc, on a vu l'exemple, par exemple, de l'énergie, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Marie-Luce voulait poser une question. Oui, je voudrais revenir sur la question des talents. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, sans talent et sans hommes et femmes, on aura du mal à poursuivre. Je voudrais revenir sur votre sentiment aujourd'hui. On sent monter quand même un sentiment de défiance, de réticence peut-être par rapport à la science, par rapport à la technologie. Est-ce que vous, d'abord, vous le ressentez et Claudie, je m'adresse à vous, notamment parmi les plus jeunes. Et comment est-ce qu'on peut finalement concilier ce qu'on a évoqué ce matin de façon formidable et puis finalement ces inquiétudes peut-être qui touchent une partie de la population? Merci pour cette question. C'est vrai que je l'ai assez régulièrement et quand j'ai eu la chance de piloter aussi la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, c'était vraiment une question qu'on se posait. Comment on fait au XXIe siècle pour aller parler de la science, de la technologie et d'embarquer avec nous? Alors, simplement un petit élément par rapport, par exemple, à Elon Musk, dont on connaît son aspect visionnaire, après son aspect innovateur, catalyseur de l'innovation formidable, mais parfois un aspect visionnaire qui nous emmène un petit peu loin par rapport à Twitter, Neuralink, etc. Enfin, d'autres éléments qui sont, et je pense qu'il faut qu'on y soit attentif, le long-termisme. C'est-à-dire se dire on va se projeter dans un monde pour dans 1-2 générations, et voilà, ça va être le monde extraordinaire. Si on emmène là, je pense qu'on n'emmène pas tout le monde, parce qu'on a besoin de pouvoir se raccrocher à des éléments de demain matin. Alors, Blue Sky, vous le faites, ce que vous avez montré, là, Jean-Dominique, tout à l'heure, vous ramenez à des enjeux terrestres, à des milestones, à des phases. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif aussi à ne pas... On fait de la science, on fait de l'ingénierie. On a besoin de la science-fiction pour ouvrir des possibles, mais on ne fait pas de la science-fiction.
Et donc cette notion de long-termisme, il faut qu'on soit attentif, parce qu'on ne va pas embarquer tout le monde, on va en décrocher beaucoup par défiance par rapport à ça. Et donc voilà, il faut à chaque fois essayer de retrouver ces liens de l'exploration spatiale avec nos enjeux terrestres. Et là, on l'a très très bien fait, c'était fait pour ça aussi, tout en allant un peu ailleurs, autrement et différemment. Ouais. Mais ne pas aller trop loin, passer trop d'étapes, parce que là, on décroche et on peut faire peur. Moi, je vois beaucoup d'engouement dans les écoles d'ingénieurs. Alors aujourd'hui, dans toutes les grandes écoles, y compris les masters et les écoles d'ingénieurs spécialisés, il n'y a pas que les mines. Et on a à peu près 2000 jeunes qui sont formés sur les sujets et les techniques spatiales. Et la demande du marché est tellement importante que c'est plutôt plus du double qui serait nécessaire pour répondre aux besoins de toutes les startups qui se sont exprimées ce matin et de tout cet écosystème du New Space. Et en fait, cet écosystème du New Space génère, comment dire, des activités connexes et crée de la valeur d'une façon très importante. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le CNES, par exemple, est un acteur compétitif de long terme depuis les années 60. Et grâce au CNES, vous avez comment dire, une coalition de savoir-faire, d'exploration d'univers qui sont vraiment considérables en France. Et donc, c'est un atout pour nous. François, tu peux... Juste pour que vous ayez en tête, le spatial, bon, on parle beaucoup d'Europe, mais c'est très concentré en France, et notamment bon, à Toulouse, à Paris aussi, sur les lanceurs, à Reims, bien évidemment, maintenant, qui est la capitale mondiale des micro-lanceurs, à présent. Et donc, effectivement, en fait, justement, on voit qu'en France, on a quand même un savoir-faire absolument incroyable. On a de toute façon des ingénieurs incroyables dans tous les domaines, globalement, et pas que des ingénieurs, etc., puisque effectivement, il faut de tout dans le spatial. Nous, on est très actifs sur ces questions maintenant de formation. Alors, on a des partenariats depuis de longue date avec un certain nombre d'écoles, mais on essaye aussi de former des gens qui viennent pas du tout du monde du spatial, juste pour comprendre ce que c'est, quelles sont les potentialités. Donc on a mis en place une formation qui s'appelle Ambassadeur du spatial, qui fonctionne en ligne. Vous pouvez tous vous inscrire, et pour comprendre finalement quelles sont les potentialités, qu'est-ce que c'est que l'imagerie satellite, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire, les lanceurs, etc. Enfin, pour comprendre des choses qui peuvent paraître peut-être simples pour un ingénieur aérospatial, mais qui en fait sont très utiles pour quelqu'un pour comprendre et pour intégrer en fait ces technologies dans son quotidien, on va dire. Au-delà de ça, effectivement, il y a énormément l'écosystème en français en plus est très attractif. On a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent maintenant, d'autant plus qu'on a un plan d'investissement massif sur le New Space au travers de France 2030. On va investir quasiment 1 milliard dans des acteurs émergents au travers de contrats publics. Voilà, donc on a énormément on a vraiment des atouts très forts, ce qui fait que en fait, cet écosystème de talent est en train de continuer à se développer, et on en est très vigilant, à la fois avec des des étudiants français, mais aussi internationaux, des gens qui viennent vraiment de tous les pays. Voilà, hier, j'ai vu une start-up qui était assez amusante. Sur je crois, 28 personnes, ils avaient 27 nationalités. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Une question de Jean-Claude Narcy, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Oui, je m'adresse à Vincent qui vient d'évoquer, enfin, surtout à vous qui venez d'évoquer Reims. Où en est le projet de Reims des lancements des petits satellites, où on transportera nos petits colis? Alors, c'est ce qu'on disait. Merci Jean-Claude pour cette question. En fait, on est dans cette émulation incroyable. Oui. Cette société qui est née il y a 2 ans et qui avait 70 personnes l'année prochaine va passer à 200 personnes au mois de septembre. Et donc, on voit bien, en fait, comment dire, que les efforts sont décuplés, que la demande est en train d'arriver et que tout cet écosystème est en train de créer de la valeur en France, particulièrement parce qu'on a un savoir-faire de longue date qui est très très précieux. Je crois que c'est aussi à nous à promouvoir ce savoir-faire et à promouvoir la notion d'espace pour tous. Jadis, c'était des métiers très très, on va dire, de spécialistes et d'experts. Et aujourd'hui, tout ce système-là, tous ces intérêts-là sont en train de s'ouvrir. Et
Et je pense que tous les jeunes qui investissent dans ces sociétés, qui lancent des projets, eh bien, partagent cette ouverture du secteur spatial à l'ensemble des Français, en fait. Claudie. Merci pour compléter la réponse tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'on ait pour cette notion de confiance ou de défiance vis-à-vis de la science et de la technologie, qu'on utilise et qu'on pense vraiment ces mots que sont soutenabilité, responsabilité, participation aussi, que chacun se sente concerné. Donc, c'est pas des mots qui sont contradictoires avec le mot innovation, voire disruption, mais penser soutenabilité, responsabilité, éthique, bien évidemment, quand on embarque l'homme, et impact, mais vous l'avez souligné dans une des interventions. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Claudie, Vincent, François. Merci pour cette participation à notre matinée d'innovation. La prochaine matinée d'innovation, ce sera notre symposium avec le MIT qui aura lieu le 13 octobre. Vous pouvez commencer à le noter sur vos agendas. 13 octobre, symposium MIT, le symposium du MIT en Europe, ici, dans l'auditorium du 32 Hoche. Merci à vous tous. Bien sûr.